Avant d'ouvrir ce conseil communautaire, je souhaiterais que nous nous levions et que nous marquions un moment de recueillement. En effet, vous le savez, notre collègue et adjoint de la Faute-sur-Mer, Bernard Leclerc, nous a quittés dernièrement. Donc ce moment de recueillement est important. Et nous venons d'apprendre, alors les circonstances sont là, nous venons d'apprendre aussi le décès de Gérard Priouzeau, donc conseiller général sur le territoire de Mareuil-sur-Lay pendant 30 années, directeur de la laiterie, enfin voilà. Donc je souhaite qu'on se lève et que nous marquons un moment de recueillement, s'il vous plaît. Oui, en fait, j'ai pas voulu. Il était président fondateur de l'USVAL et puis. Ouais. Voilà. Donc, nous allons donc ouvrir ce conseil communautaire avec les pouvoirs dans un premier temps. Donc, Anthony Chacun qui donne pouvoir à Pierre Careil, Patrick Hurtaud qui donne pouvoir à Bernard Landais, Joseph Martin donne pouvoir à Catherine Poupée, François Eudouin donne pouvoir à Dominique Bonin, Daniel Gachet donne pouvoir à Pierre-Guy Perrier et Yveline Thibault donne pouvoir à Monique Reculot. Secrétaire de séance, s'il vous plaît. Donc, Bernard Landais ou Fabienne Parpaillon en proposition. Bernard, oui, d'accord. Parfait. Merci. Alors, la première chose, y a-t-il des observations sur le procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 11 avril 2019 ? Oui, peut-être. Oui, j'avais juste une observation concernant Champagny, où il avait été demandé par mon adjoint un délai de destruction des serres très court qui n'est pas stipulé dans le compte-rendu. Ah, d'accord. On va le reprendre, d'accord. Tout au moins qu'il soit marqué dans le compromis ou dans l'acte de vente. D'accord. C'est vrai que tu l'avais signalé. D'accord. Pas d'autres observations ? Y a-t-il des remarques sur les décisions qui ont été validées, qui ont été prises, que j'ai prises durant ce mois, enfin entre les deux conseils communautaires ? Non, pas de remarques ? Très bien, je vous remercie. Nous allons donc passer au point numéro 1 du conseil communautaire, qui est donc au niveau de l'institution et vie politique, donc les élections de membres, le remplacement, puisque je vous l'ai dit, le décès de Bernard Leclerc, il convient donc de désigner des délégués pour le remplacement de celui-ci au sein des commissions. Je vous annonce les propositions. Au niveau de la commission gens du voyage, élimination des déchets, il vous est proposé Jean-François Girard. Au niveau de la commission culture, école de musique, il vous est proposé Laurent Huget. Au niveau du tourisme, il vous est proposé Françoise Beugnet. Et au niveau de la commission environnement, eau, assainissement, GEMAPI, Samuel Veillard. Pas de souci, validé. Pas de remarques. Je continue sur les élections de délégués. Il est précisé, vous le voyez, pour le syndicat mixte du Marais Poitevin Bassin du Lay, que les conseils communautaires sont invités à voter à bulletin secret. Si vous le permettez, nous ferons ça de façon comme nous pratiquons lors des délibérations, sauf s'il y a une opposition, bien entendu. Donc du coup, pour remplacer, je vous propose comme représentant suppléant au sein du syndicat mixte du bassin Marais Poitevin Bassin du Lay, Laurent Huget. Y a-t-il des abstentions ? Des oppositions ? Je vous remercie.
Même chose au niveau du syndicat mixte Trivalis. Là, je vous invite aussi à accepter la proposition de Laurent Huget pour siéger au sein du syndicat mixte Trivalis. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est Pierre Guy qui le développe au niveau du très haut débit. Ah, voilà. Bien, merci Madame la Présidente. Là, il s'agit tout simplement d'une différence entre ce qui avait été prévu initialement et ce qui a été réellement observé et payé. Donc, dans le schéma directeur territorial de l'aménagement, puisque finalement, les choses ont été faites, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait moins que prévu initialement. Et donc, comme les communautés de communes avaient versé une somme en fonction donc, du nombre de points de réalisation qui avaient été faites, d'opérations réalisées qui avaient été faites, eh bien, il y a une possibilité, d'après le CIDEF, donc, de pouvoir récupérer donc, un certain montant, puisque il est prévu de pouvoir redonner pour la communauté de communes donc Sud-Vendée Littoral jusqu'à 130 097,94 €, donc si vous en êtes d'accord. Donc on peut mettre au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui refusent cet argent? Personne, ou ce qui s'abstient? Donc à l'unanimité. Merci. Deuxième point, donc ça c'est dans les politiques contractuelles pour l'aménagement donc de la zone économique donc de l'île d'Elle. Je vous rappelle qu'il y a une grosse entreprise là-bas hein, qui s'appelle Huhtamaki, j'espère que je le prononce bien. Huhtamaki, oui, oui, Huhtamaki, oui, enfin bon, bref, alors, on ne va pas chinoiser là-dessus. Hein, bon, et l'entreprise avait sollicité donc un certain nombre d'aménagements donc dans la zone hein, pour des raisons de sécurité et des raisons d'accessibilité. Ce sur quoi donc ça a été étudié, abondé. Là, il s'avère que malheureusement, et comme dans beaucoup d'appels d'offres maintenant, une fois qu'on a ouvert les appels d'offres et qu'on a réalisé les travaux, on se rend compte que les coûts ne sont pas ceux qui avaient été imaginés initialement, et que là, on a un certain surplus. Donc du coup, il faut revoir aussi les participations des uns et des autres, pas seulement la nôtre. Et en particulier pour la délibération qui nous intéresse pour l'instant, il y avait donc le contrat territoire de la région hein, qui pouvait abonder à une certaine hauteur. On avait demandé 468 717,49 € et on peut monter jusqu'à 98 570 hein, du fait des modifications. Et donc cette délibération, c'est tout simplement pour solliciter donc, cette somme de 490 570 € donc, à la communauté à la région pour la communauté de communes hein, pour cette opération et d'autoriser la présidente à signer tous les documents qui sont nécessaires. Y a-t-il des questions ou des remarques? Non? Des contre? Des abstentions? Donc à l'unanimité, merci. La suivante, c'est la même chose, mais sauf qu'au lieu de parler à la région, on parle à la commune donc, de l'île d'Elle. Et là, les fonds donc, qui seraient demandés, c'est 31 030 €. Hein, donc si vous en êtes d'accord, on lui demande donc de bien vouloir nous verser ce montant. Y a-t-il des remarques ou des questions? Non? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Monsieur le maire de l'île d'Elle ayant voté pour, on est tranquille. Donc à l'unanimité, merci. Délibération suivante, hein, qui va nous prendre un tout petit peu plus de temps, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire un cours magistral et pas vous lire in extenso le règlement budgétaire hein, qui vous est proposé. On va juste le survoler si vous en êtes d'accord. Je pense que le gros intérêt d'un document comme celui-là, c'est d'avoir une permanence donc, des méthodes, de montrer un petit peu de la manière dont ça fonctionne. Mais bon, nous sommes en fin de mandat, donc je pense que tous les élus ici ont une connaissance solide de la manière dont ça fonctionne, même si jamais sur ce règlement, il y a quelques éléments qui sont des éléments qui se rapportent bien sûr à notre budget, comme par exemple le nombre de budgets annexes ou de choses comme ça, hein, qui ne sont pas de manière générale. Donc c'est un document qui n'est pas obligatoire, mais qui a au moins l'avantage hein, de respecter le principe de
des méthodes et d'être un référentiel, donc sur la manière de fonctionner. Donc vous voyez, il y a différentes choses. On parle de l'annualité, bien entendu. Les budgets se font sur un an, qu'il y a une antériorité, donc qu'il faut intervenir donc sur la réflexion et sur les votes avant donc le début de l'exercice, qu'il doit être en équilibre réel. Ça, on enfonce un peu des portes ouvertes, mais au moins comme ça, c'est dit. Ensuite, on parle de l'unité, c'est-à-dire que toutes les dépenses et les recettes doivent être dans un document unique. L'universalité, c'est-à-dire que l'intégralité des recettes et des dépenses sans contradiction de l'affectation impossible des recettes et des dépenses sont bien décrites. Qu'il y a des spécialités, en fait, qu'il y a des spécialités dans les recettes, puisqu'en fait, ce sont des recettes qui sont au départ bien sûr évaluées, mais si on ne reçoit plus, on ne les refuse pas. En gros, c'est ce que dit notre texte. Et puis, il y a une séparation de l'ordinateur et du comptable. Tant que nous aurons un comptable qui interviendra au nom de l'État en dehors, ce sera une chose qu'il faudra respecter. Après, nous avons plusieurs titres. On parle donc du budget communautaire et de la séparation budgétaire. C'est là qu'on dit qu'on a 7 budgets, dont un principal et 7 budgets annexes, avec donc une structure analytique qui est composée de 3 niveaux qui sont donc décrits. Après, on regarde un petit peu quelles sont les principales règles relatives au budget et des modalités de vote. Bon, nous avons des budgets primitifs, des budgets supplémentaires, des décisions modificatives, qu'il y a un débat d'orientation budgétaire d'ailleurs qui est obligatoire, que les comptes, tenez-vous bien, doivent être sincères. On l'a écrit, donc on le dit. Qu'il y a 2 sections, une section d'investissement et de fonctionnement, qu'il y a des chapitres et des articles, qu'on vote par des sections et par chapitre, en section de fonctionnement et par opération dans les programmes d'investissement. Après, on parle du calendrier budgétaire, et donc on le fait. Puis, on parle des budgets supplémentaires, on reprend exactement la même chose, mais au lieu de parler du budget primitif, on parle du budget supplémentaire. Et ensuite, on parle des autorisations de programme et des crédits de paiement, donc les APCP. Je pense que là aussi, on décrit la manière dont ça se passe, et que tout le monde est bien au courant, donc maintenant, de la manière dont ça doit se dérouler. Après, on fait la même chose pour les décisions modificatives, et puis pour les virements de crédit, on rappelle qu'ils sont autorisés dans un même chapitre, bien entendu, sous contrôle de la direction générale et du bureau. Ensuite, l'exécution budgétaire, on explique comment elle se fait, la comptabilité d'engagement, la constatation du service fait. On ne paye pas si jamais un service n'est pas fait selon les choses qui ont été déterminées à l'origine. On parle ensuite de la liquidation, donc on décrit la manière dont se fait la liquidation, et on inscrit en fait un délai global de paiement qui engage en fait la communauté de communes sur un délai de paiement. Après, on parle des recettes, on décrit quelles sont les différentes recettes. Sur les créances, on reparle donc du recouvrement, excusez-moi, celles qui sont reçues par le comptable public, quelles sont leurs prescriptions, quelles sont les écritures de régularisation qu'on doit faire. Et enfin, quand malheureusement on en arrive là, comment se passent les admissions en non-valeur. Après, sur l'article 13, vous avez le cas des annulations de factures émises donc par les services, on décrit comment ça se passe. Et dans le titre 3, on parle des opérations de fin d'exercice, avec la clôture de l'exercice, le rattachement donc des charges et produits, et les charges de produits constatées d'avance. Donc vous connaissez cette technique, cette tactique qui est habituelle. Sur le titre 4, on parle des documents comptables restituant donc l'exécution budgétaire. On parle du compte administratif, on parle des comptes de gestion, on explique ce que c'est. Et puis, dans le titre 5, on parle des cas particuliers, donc des régies. Là aussi, c'est un des cas, enfin, c'est le cas de séparation de l'ordonnateur et du comptable. Et donc, on décrit comment ça se passe. Enfin, sur le titre 6, on parle de la gestion du patrimoine. On décrit ce que c'est et on décrit aussi la manière dont la cession des biens et des immeubles donc, se font. En dernier chapitre, sur le titre 7, on parle des subventions et on décrit la manière dont on doit verser des subventions aux associations, vous savez, avec les conventions qui doivent être faites lorsqu'on dépasse les 23 000 €, et puis les subventions donc, qui sont sollicitées par les services donc, de la communauté de communes. Et nous en avons fait le tour. Voilà, si vous avez des questions particulières à poser, je reste à votre disposition. Non ? Donc, ce que
que vous adoptez donc je suis en train de chercher le nom, ce règlement budgétaire. Y a-t-il des contre ou des abstentions? Donc merci, à l'unanimité. Donc délibération suivante, il s'agit d'une cession d'un véhicule de portage de repas, portage de repas à domicile au centre communal d'action sociale de la commune de Marailloux-sur-Leu. Donc très simple, hein. Je vous rappelle, il y avait là-bas donc un service qui était communautaire. Ce service a été redonné à la commune, mais il nous reste le camion donc, dont on n'a rien à faire et dont la commune donc, du coup, de Marailloux-sur-Leu a besoin. Donc ce qui vous est proposé, c'est tout simplement de le rétrocéder à sa valeur comptable, hein, c'est-à-dire pour un montant de 5 041,70 € et d'autoriser donc Madame la Présidente à signer tout ce qu'il faut pour pouvoir le céder. Y a-t-il des remarques ou des questions? Non, des contre? Des abstentions? Donc unanimité, donc merci. Alors après, c'est une subvention exceptionnelle à initiative sur Vendée Sud. C'est quelque chose qui a amené un certain nombre de discussions au sein, et de réflexions au sein du bureau. Bon, je vous rappelle que c'est une association donc, qui accompagne les jeunes entreprises, son ancien chef d'entreprise, donc qui accompagne des jeunes entreprises, hein, et qui se propose d'être donc des tuteurs, hein, pour les amener finalement à réussir leur challenge. Et il s'est avéré que du fait du retrait donc d'un certain nombre de financeurs, eh bien, cette association s'est trouvée donc dans un déficit pendant 2 ans, hein, et que du coup, la subvention que l'on donne, nous, auprès de cette association, ne lui permettrait pas donc de sortir d'un écueil qui pourrait l'amener donc à un dépôt de bilan. Or, c'est quand même, pour les communautés de communes, les entreprises, c'est quand même la première compétence, et celle qui nous rapporte, hein, ce qui vient nous le rapporter. On ne peut pas dire que c'est une question de faute de gestion, mais quand vous avez un partenaire qui se retire, eh bien, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Et donc, du coup, il vous est proposé, comme toutes les autres communautés de communes, hein, en Vendée, eh bien, d'abonder de manière à gommer, hein, ce déficit, et ce qui fait que nous aurions donc une subvention donc supplémentaire, hein, de données de 13 500 €, ce qui porterait donc le montant total de la subvention pour 2019 à 55 500 €. Avez-vous des remarques ou des questions? Non. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Pardon? Ah, excuse-moi, je n'avais pas vu. Je voulais rappeler l'intérêt de cette association. C'est le micro de la présidente. Je voulais rappeler l'intérêt de l'association et ses missions dans les recherches d'emploi et auprès de la formation et de l'emploi. Mais Pierre-Guy, je me permets également de rappeler que le bureau s'est étonné que la région des Pays de la Loire ne finance plus cette association alors qu'on est au cœur de la compétence régionale. Et je trouve qu'il faut lier notre financement à une forte pression pour que la région retrouve le chemin du financement d'une association qui relève de sa compétence. Je le dis avec de la forme et je ne le mets pas sous condition, même si je pensais que c'était sous condition. Merci. Alors en fait, je répondrai en tant que conseiller régional, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas une unité d'action sur la totalité des 5 départements. Et donc à partir de ça, il y a de nouvelles directives qui sont en train d'être étudiées donc, dans ce domaine, mais de manière à avoir une unité donc, qui se passe sur les 5 départements. Voilà. Et pour revenir sur donc, l'initiative Vendée Sud, en effet, on va leur faire un courrier en leur proposant donc, enfin, le montant que, si vous en êtes d'accord, on va voter tout à l'heure. Et on met bien dans le courrier qu'en effet, l'autre partie, ben voilà, on leur demande d'aller solliciter largement la région, à savoir que ce déficit structurel, ils sont en travail pour le résorber, de façon à mutualiser les structures en une seule structure et non plus éclatées sur le territoire, pour rééquilibrer la charge de travail qu'ont les structures plus indépendantes. C'est-à-dire que sur notre secteur, il y a une forte demande, hein, particulièrement sur notre comité de communes, qui fait qu'ils ont une charge financière importante au niveau des salariés. Sur La Roche-sur-Yon, cette charge est moins prégnante.
Donc aujourd'hui, ils vont se regrouper pour créer une structure d'une plus grande importance. Après, voilà, je ne vais pas préfigurer de ce qui se passera, mais on les a bien alertés sur le fait que ça nous interpellait. Et en même temps, on ne peut pas ne pas être conscient de l'aide qu'ils apportent aux entreprises de notre territoire pour s'installer. C'est un levier important. Quand une entreprise se présente devant un organisme bancaire avec une subvention de IVS, on sait très bien que l'examen du dossier sera un petit peu facilité parce que la demande a déjà été étudiée à ce niveau-là. Voilà. Mais dans le courrier qui va partir, si vous validez cette subvention, il est bien en effet fait mention de se rapprocher du conseil régional pour pallier au manque et rétablir leur déficit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Merci. Alors, le point suivant, c'est sur les politiques contractuelles, le contrat Vendée Territoire, et c'est sur le projet du développement des lectures publiques sur le territoire. Vous savez, en ce moment, on a un artiste écrivain, qui est en résidence d'auteur sur notre communauté de communes, Antonin Crène, qui a fait des ateliers. Moi, j'ai assisté à un atelier la semaine dernière. C'est vrai que c'est très intéressant. Il fait des ateliers dans les écoles et puis des ateliers grand public pour parler de la méthode de l'écriture. Et pour ce faire, donc, évidemment, il faut des moyens financiers pour pouvoir l'accueillir durant son séjour ici. Vous avez en annexe, ou vous aviez le montant du budget qui s'élève à 54 000 €. Et pour ce faire, il vous est proposé d'approuver le plan de financement pour la résidence d'auteur tel que vous l'avez dans votre document. Et puis de m'autoriser à déposer une demande d'aide auprès du conseil départemental afin de solliciter une subvention de 11 500 € dans le cadre du contrat Vendée Territoire, et puis évidemment de m'autoriser à signer les pièces afférentes à ce dossier. Y a-t-il des questions concernant cette résidence d'auteur, qui est donc tous les 2 années sur le territoire, C'est quelque chose d'assez récurrent que le Pays Né de la Mer faisait de façon, tous les 2 ans. Non ? Donc je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est Patrick. Oui, il s'agit d'une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage entre le syndicat mixte du Marais, Poitevin, Bassin du Lay et la commune de La Faute-sur-Mer. Vous savez que le syndicat mixte, dans le cadre de GEMAPI, réalise des digues, et il réalise des travaux actuellement sur la digue ouest. Et sur cette digue ouest, il y avait une piste cyclable. Donc naturellement, en refaisant la digue, il y a nécessité de refaire la piste cyclable. Comme on a 2 maîtres d'ouvrage différents, il faut donc qu'on conventionne. Je résume, mais j'aurais peut-être mieux fait de lire. Non, c'est plus simple peut-être comme ça. Donc l'objectif est donc de conventionner la maîtrise d'ouvrage que le syndicat mixte aura, puisque c'est le principal, c'est la digue, Joël, c'est pas la piste cyclable. Et puis on ne pose la piste cyclable qu'une fois que la digue est réalisée. Donc c'est le syndicat mixte qui est maître d'ouvrage, et la convention détermine les conditions financières, notamment le paiement du coût financier de l'opération piste cyclable. C'est la somme de 65 944,90 € qui a été arbitrée par un paiement unique au maître d'ouvrage syndicat mixte de la communauté de communes. Naturellement, la convention est conclue jusqu'à la délivrance du quitus et au terme du parfait achèvement des travaux. Bon, c'est assez classique, quand on a 2 maîtres d'ouvrage, c'est le maître d'ouvrage principal qui prend la main et par convention qui accepte le financement de l'autre maîtrise d'ouvrage. Voilà, je propose d'approuver la convention de maîtrise d'ouvrage, d'autoriser Madame la Présidente a conclu et signé ladite convention et d'inscrire les crédits nécessaires à l'exécution de la convention au budget de l'exercice de la communauté de communes. Y a-t-il des questions? Joël, il n'y a pas de précision complémentaire? Donc on avait fait la clé Si, c'est bon.
Alors, on avait fait une clé de répartition donc, entre syndicats mixtes puis communauté de communes, avec bien sûr la part plus conséquente au niveau du syndicat mixte. Mais là, c'était bien une plus-value pour les utilisateurs de la piste cyclable et puis des piétons aussi, puis des gens en fauteuil. Donc ces presque 66 000 € correspondent bien à cette plus-value pour le confort de nos touristes. Puis peut-être des gens de chez nous aussi d'ailleurs. J'espère. Oui, je pense, oui. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je soumets au vote. Pas de vote contraire, pas d'abstention. Le rapport est approuvé, Président. Merci. Et pour le rapport suivant, je passe la parole à René Froment. Merci Madame la Présidente. Ça concerne le siège communautaire. C'est un avenant qui est formulé par la société l'ERL Bocquier. C'est une entreprise de peinture. Ça concerne le siège, puisqu'il y a eu quelques modifications. Un avenant de 900, je vais vous lire. Voilà, et bien vous l'avez dit à ma place, c'est très bien. Vous ne dormez pas, c'est bien. Et donc cet avenant, il a comme justification, c'est qu'aujourd'hui il y a une modification concernant l'entoilage et la peinture des ouvrages neufs. Il a été décidé de ne pas repeindre les cloisons existantes. Et afin d'harmoniser l'ensemble des locaux, la toiture murale préconisée dans l'offre de base a été remplacée par une toile murale lisse. Ce faisant, le montant de la prestation du lot 06 peinture est alors augmenté de 997,33, soit 1196,80 € TTC. Au vu de cette modification, le montant du lot est désormais de 10 379,43 hors taxe, représentant un pourcentage d'augmentation par rapport au montant initial du lot de 10,63. Madame la Présidente, je vous demande de mettre aux voix ce nouveau montant qui est le premier avenant de cette société. Montant initial 9 382,10, avenant 997,33, montant hors taxe 10 379,43. Y a-t-il des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci. Le point suivant, ça concerne la zone artisanale des Trois Fontaines à Luçon, avec une demande d'une entreprise, la SCI Moreau, qui souhaite construire un bâtiment de 2300 m². Et pour ce faire, il souhaite acquérir une parcelle sur la zone artisanale des Trois Fontaines, d'une superficie de 500... Non, ça doit être plutôt... 5400 m², oui, une erreur. Oui, qui lui permettrait de construire en limite de propriété au sud de la parcelle, dont elle a déjà fait l'acquisition par acte notarié. On avait déjà fait une opération au mois d'août 2017. Du coup, il vous est proposé de céder la parcelle nouvellement cadastrée d'une superficie de 540 m², située sur la commune de Luçon, zone artisanale des Trois Fontaines, au prix de 8 € le m², frais de géomètre à la charge de l'acquéreur, de m'autoriser donc à céder cette parcelle à la SCI Les Moreaux ou à toute personne morale pouvant s'y substituer, de m'autoriser à signer l'acte notarié et tous les documents relatifs à la cession, ou d'autoriser à me faire représenter le cas échéant lors de la signature de l'acte. Y a-t-il des questions? Oui, pardon. Oui, voilà. Juste une question. Pourrait-on mettre les terrains en annexe? Puisque quand on vend des terrains, il n'y en a pas. Là, il y a juste la... Avoir un visuel sur l'emplacement? Oui, d'accord. c'est pas mal. Et l'autre point, est-ce l'emplacement réservé? Alors, je ne sais pas le... Pardon, ça cible, est-ce que c'est l'emplacement réservé pour mettre une telle entreprise? Alors, je ne parle pas de l'artisanat, de la maçonnerie. Hein. C'est savoir si aujourd'hui, c'est l'entreprise qui fait du terrassement. Est-ce que c'est cette entreprise-là qui va se mettre à l'arrière du bâtiment? Est-ce que c'est sa place? Et est-ce qu'on ne devrait pas plutôt envisager, bon c'est trop tard aujourd'hui, hein, mais d'envisager un déplacement plutôt sur la zone industrielle de Sébastopol, parce qu'aujourd'hui on est dans une zone artisanale et commerciale. Peut-être, alors je dis peut-être que c'est pas la place si c'est réservé pour le terrassement. Voilà. Il y a quand même beaucoup de passages. Il y a des pelleteuses, il y a des camions. Après, artisanal, on comprend que la maçonnerie soit ici. Est-ce que l'autre entreprise, reliée à la SCI,
devrait être ici. En fait, cette parcelle-là, elle était extrêmement enclavée. Donc ça jouxte ce qu'il avait. Et c'est une parcelle, honnêtement, après sur le positionnement, je pense qu'une réflexion à plus long terme. Alors sur le volet économique, pour parler des entreprises, donc Joseph n'est pas là ce soir, mais je veux dire, il y a aujourd'hui une stratégie, un cabinet qui travaille autour de la stratégie économique. On a fait une première réunion cette semaine, il y en a une seconde à venir où vont être associés les élus bien sûr, mais surtout le monde de l'entreprise, le conseil de développement, voilà, pour en effet définir une stratégie de développement économique et à travailler sur ce que vous dites, travailler sur les arbitrages, travailler sur les positionnements. Après, là, on avait à peu près la main sur d'autres choses. On se rend compte qu'on n'a absolument pas la main avec les développements. On ne pourra pas toujours les maîtriser, sauf avoir un règlement assez ferme. C'est à nous de le mettre en place. Du coup, cette stratégie, elle se met en place. On espère vraiment pouvoir vous faire des propositions d'ici 2 ou 3 mois. Au-delà de ça, c'est une zone qui est quand même propre, toutes les routes, les trottoirs, tout est fait. Donc c'est dommageable qu'à un moment donné, on puisse faire passer du matériel lourd à cet endroit. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aussi à pied, que hormis la voie piétonne qui a été faite, ouais. À l'intérieur de la zone, aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait. Donc voilà, c'était une réflexion. La zone Sébastopol est excentrée, il y a des travaux qui sont en train de se faire aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ça serait bien de la mettre aussi en valeur. Et ça va être fait. En fait, l'idée de la stratégie, c'est aussi ça, c'est aussi de mettre en place les zones dont nous avons la maîtrise et voir comment est-ce qu'on peut orienter la stratégie économique sur l'ensemble des 44 communes. Si quelqu'un ajoute quelque chose qui était à la réunion, éventuellement, un complément, c'est bon ? Non, dans ces cas-là, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Le point suivant, c'est sur l'aménagement du territoire, avec un avis qui nous est demandé concernant le projet de déviation sur la commune de Mareuil-sur-Lay. Cet avis nous est demandé par le préfet de la Vendée et il nous est demandé concernant la demande d'autorisation environnementale, notamment au regard des incidences environnementales notables sur du projet sur le territoire. Voilà, donc il nous est demandé d'émettre un avis. Si Jean-Pierre veut en dire quelque chose ou non, pas spécialement. Simplement dire que l'enquête publique est terminée depuis mardi soir. On est en attente du rapport du préfet, parce que c'est lui qui sera décisionnaire en quelque sorte. Je regrette de ne pas avoir vu plus de personnes se présenter lors de l'enquête publique. Je pensais qu'il y en aurait eu un peu plus. Voilà. Donc, je vais vous demander d'émettre un avis. Y a-t-il des avis défavorables sur cette demande d'autorisation environnementale ? Des abstentions ? Non, très bien. Je vous remercie. Donc, nous émettrons un avis favorable à Monsieur le Préfet. Le point suivant, c'est l'aménagement toujours du territoire, avec cette fois une contribution demandée à l'élaboration du schéma directeur pour la ligne ferroviaire Nantes-Bordeaux. Vous l'aviez en pièce annexe. On a donc un projet de contribution qui nous est parvenu. Et donc, il nous est demandé de nous positionner, de valider ce projet de contribution. C'est la communauté d'agglomération de La Rochelle qui nous sollicite dans le cadre de cette contribution. Pour mémoire, je vous rappelle que nous, on avait fait parvenir aussi des éléments et qu'on avait aussi fait une forme de contribution qu'on avait fait parvenir à la région et au réseau ferroviaire. Est-ce que vous souhaitez qu'on la regarde plus dans le détail ? Est-ce que la lecture que vous en avez faite vous permet d'avoir un avis et de valider ? Alors, juste pour information, c'est évidemment quelque chose qu'on a regardé en bureau communautaire et sur lesquels notre positionnement est unanime, de dire que nous apportions un avis favorable et que nous validions ce projet de contribution collective. Mais oui, peut-être que Jean pourra peut-être en dire 2 mots. Oui, ce qui est important de dire aussi là-dedans, c'est que c'est bien souligné pour le maintien de la deuxième voie.
Oui, complètement. Il faut bien le dire, voilà. C'est important, et là c'est bien souligné aujourd'hui qu'on est pour le maintien de la deuxième voie. Oui, juste pour information, parce que bien sûr il faut le faire, plus on mettra la pression, plus on aura des résultats. Il y a eu une réunion donc, qui a eu lieu à La Roche-sur-Yon il y a quelque temps, en présence donc, de différents acteurs, les 2 régions, les départements, un certain nombre de communes où il y avait, dont Luçon faisait partie. Et il y avait là Monsieur Philizot, qui est donc le préfet coordinateur chargé de tout ce qui est transport. Et donc, il a dit que, ce qui doit être fait aujourd'hui, c'est que, enfin, les crédits de l'État sont inscrits donc, pour la première partie. Donc, ça veut dire que ça y est, les travaux donc, vont pouvoir avoir lieu, puisque les crédits donc, sont inscrits. Il a bien précisé que tant les TER que les TET devront s'arrêter en gare de Luçon. Donc c'est déjà une bonne nouvelle, puisque au départ, le premier rapport voulait que les TER s'arrêtent, mais pas les TET. Donc ça a été donc, une autre victoire. Et la deuxième chose, c'est qu'il a dit que en effet, l'histoire de la deuxième voie devait être inscrite sur le prochain contrat État-région. Alors on sait comment ça fonctionne, parce qu'il peut le dire aujourd'hui et qu'ensuite il y ait une modification dans la suite. Donc la pression que peuvent faire les collectivités, vous voyez que ça a pu donner certains résultats donc, sur cette première voie. Il faut continuer à la faire de manière à pouvoir obtenir la même chose donc, sur la deuxième voie. Alors, autre petite chose, il faut savoir que dans les choses qui sont retenues, la ligne Nantes-Bordeaux comme la ligne Nantes-Lyon va être la première ligne française ouverte à la concurrence, du fait donc, des règlements donc, européens qui ont été votés. Et donc, une chose est certaine, c'est que pour pouvoir la donner, il y avait certains d'ailleurs concessionnaires qui étaient là, pour pouvoir la mettre à la concurrence, il faut un suivi, une qualité des voies qui soit importante. Donc le préfet Philizot a insisté là-dessus en disant que du coup c'est une ligne alors qui ne pourra pas être électrifiée, c'est une évidence, mais que dans le contexte qui est le sien, c'est une ligne qui doit être une ligne exemplaire au moins sur son équipement. Donc on peut espérer, je crois qu'il faut jouer là-dessus de manière à insister donc lourdement sur le fait que c'est une ligne qui doit être exemplaire pour cette ouverture, donc qui est quelque chose aujourd'hui donc, qui est obligatoire. Et donc, il faut continuer la pression, et dès qu'on peut le faire, il faut le faire. Oui, Dominique. Oui, bonsoir. C'est simplement pour informer que ce matin même, j'étais à Maran, avec le maire de Maran, et puis nous avons donc convenu, vers le mois de juin, fin juin, à faire en sorte que tous les acteurs qui sont sur la ligne entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle, principalement les maires, on puisse se réunir à Luçon, donc ce sera aux alentours vers le 20 juin, pour justement, parce qu'on parle du fameux contrat de plan État-région à partir de 2020, mais il faut que dès maintenant on travaille dessus, parce qu'il ne faut pas laisser passer le train, comme on dit, ou rester sur le bord du quai. Il faut qu'on travaille dès maintenant si on veut effectivement obtenir les financements pour la rénovation de la deuxième voie, ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui. Donc voilà, simplement pour l'information. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres échanges, d'autres observations? On connaît tous l'importance pour notre territoire que la ligne ferroviaire fonctionne bien dans les deux sens. C'est vrai que c'est une véritable nécessité. Donc si vous en êtes d'accord, je vous propose donc de valider le projet de contribution collective au schéma directeur pour la ligne ferroviaire Nantes-Bordeaux tel qu'il était annexé et de s'associer à la contribution collective au schéma directeur pour la ligne ferroviaire Nantes-Bordeaux avec la communauté d'agglomération de La Rochelle. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, je crois que c'est Guy. Bonsoir. Ça concerne l'école de musique intercommunale Sud-Vendée Littoral et notamment le règlement intérieur, les contrats de location et les conventions de partenariat. Chaque site a actuellement son propre règlement intérieur.
Ces différents règlements ne sont plus d'actualité et plus conformes notamment à la nouvelle offre pédagogique que nous avons validée en avril 2019. Dans la continuité de l'harmonisation de l'offre pédagogique et de la grille tarifaire de l'école de musique intercommunale, un règlement intérieur commun à tous les sites de l'école de musique nous est favorable. Ces documents communs à tous les sites, dont les contrats de location et les conventions de partenariat, vous les avez en annexe. Le projet de règlement intérieur, celui-ci mentionne, dans un premier temps, les informations relatives à la structure et à l'organisation du fonctionnement, structure en 4 sites et une annexe, la scolarité des élèves, ça veut dire les inscriptions et réinscriptions, les modalités de paiement, la sécurité et les règles de vie de l'école. L'école de musique intercommunale possède un stock d'instruments pouvant être mis à disposition par location auprès des élèves pour leur première année d'apprentissage. Dans le cadre de ces locations, un modèle de contrat de location est présenté. Il faut savoir qu'on a à peu près une centaine d'instruments qui peuvent être loués au niveau des élèves de première année. Celui-ci, à terme, a été intégré dans un logiciel métier IMUSE qui permet de gérer plus facilement ses sorties et ses rentrées. Voilà. Enfin, les conventions de partenariat à mettre en place entre l'école de musique intercommunale et différentes associations musicales du territoire, dont les 6 orchestres d'harmonie, considérant, d'une part, au titre de la mission de rayonnement de l'école de musique intercommunale, dans le cadre du schéma national d'orientation pédagogique et de la charte de l'enseignement artistique spécialisé de la musique du ministère de la Culture et de son prochain projet d'établissement, la nécessité de développer l'offre de formation pour les élèves à partir du cycle 2 et de leur permettre de participer à des événements extérieurs à l'établissement et de mettre en place des passerelles avec des structures de pratique musicale collective en amateur sur le territoire sud-vendée littoral. D'autre part, la proposition des orchestres d'harmonie d'œuvrer pour le développement de la pratique musicale collective en amateur autour d'un projet culturel de territoire et au-delà, ces conventions de partenariat, basées sur celles déjà existantes avec l'association Mélomania herminoise, établiront une relation entre l'apprentissage dispensé à l'école de musique intercommunale et la pratique collective en amateur dispensée par les orchestres d'harmonie qui seront considérés comme des ateliers de pratique collective à part entière pour les élèves pratiquant un instrument avant ou de percussion. Ces partenariats ont pour objectif principal de permettre aux élèves de l'école de musique intercommunale de jouer avec un orchestre associatif et, au travers des différentes actions définies, de renouveler, maintenir et développer les effectifs de ce dernier pour avoir un niveau nécessaire, tant qualitatif que quantitatif, au bon fonctionnement de son activité. Ces conventions sont en lien avec les tarifs incitatifs présents dans la grille tarifaire validée en avril 2019 pour les élèves intégrant ces associations. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vous propose d'approuver le règlement intérieur de l'école de musique intercommunale Sud-Vendée Littoral, ainsi que les contrats de location et conventions de partenariat, de fixer la date d'entrée en vigueur du dit règlement et des contrats de location au 1er juin 2019, d'abroger à cette même date, le 1er juin 2019, les délibérations approuvant les précédents règlements intérieurs des différents sites. Y a-t-il des voix contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Alors, le point suivant, ça concerne c'est une délibération concernant le compte épargne-temps, puisque nous allons vous proposer de modifier les modalités d'application du compte épargne-temps de la communauté de communes au regard de la réglementation, des demandes formulées par le représentant du personnel et du choix de la communauté de communes de ne pas prévoir la monétisation du compte épargne-temps. Donc vous avez dans la délibération les modifications qui sont apportées. Elles concernent donc le nombre de congés annuels est reporté et proratisé en fonction du nombre de congés annuels, possibilité de déposer sur le compte épargne-temps 70 heures supplémentaires ou complémentaires au lieu de 35 heures.
Et sur l'article 7, les jours déposés sur le compte épargne-temps pourront être utilisés seulement au titre des congés annuels. La monétisation des jours de compte épargne-temps a été supprimée. Donc, dans la délibération, vous avez donc son objet qui règle les modalités de gestion du compte épargne-temps, les bénéficiaires, qui sont donc les agents titulaires et non titulaires de droit public employés à temps complet ou à temps incomplet, de manière continue depuis 1 an. Vous avez donc la constitution, l'alimentation de ce compte épargne-temps, donc avec le report des jours de récupération au titre de la RTT, le report de congés annuels, proratisés, bien entendu, les jours de fractionnement, les reports de jours de congés annuels acquis durant les congés pour indisponibilité, et puis les jours de repos compensateur. À savoir que le nombre de jours maintenus sur les CET ne peut pas excéder 60 jours. Et donc l'utilisation, donc le compte épargne-temps peut être utilisé par le maintien des jours épargnés sur le CET en vue d'une utilisation ultérieure et dans le respect du plafond de 60 jours. Et donc en cas de changement d'employeur, le fonctionnaire conserve ses droits à congé acquis au titre du CET, et vous avez le détail. Voilà, donc je vous propose d'approuver donc les nouvelles modalités d'application de ce compte épargne-temps applicable au 1er juin 2019. Ça concerne principalement donc la monétisation qui est supprimée, et donc on reste sur la pause de jour, sur la prise de jours de repos. Y a-t-il des questions? Je voudrais juste faire une petite remarque. C'est moi. Ah, pardon. Oui, je trouve que l'article 7, la modification n'est peut-être pas assez complète, parce qu'on dit que la monétisation des jours de CET a été supprimée. Or, elle n'est pas complètement, car en cas de décès de l'agent, son compte épargne-temps est bien monétisé pour ses ayants droit. Donc, non, mais c'est une précision. C'est-à-dire, de son vivant, il ne peut pas monétiser, mais quand il est mort, c'est monétisé. Donc voilà, donc je trouve que ça manque bien un peu de précision, parce que si il est trop, soit il est très exclusif et il n'y a pas de monétisation en cas de décès, voilà, non, mais c'était une petite remarque. Voilà, bon, nous on a surtout pensé au cas du agent exerçant son activité. Je leur souhaite de rester vivant le plus longtemps possible. Ouais, voilà, et là donc on a fait ce travail-là en accord, bien sûr, avec les représentants du personnel. Donc on le note. Il n'y a pas de problème sur cette. Non, mais ça serait précisé, la monétisation du CET est supprimée, sauf en cas de décès de l'agent. Je crois que ça serait là que ça serait bon de le mettre. Autrement, dans le texte, c'est pas ça. Non, parce que même si on ne le met pas, comme c'est une règle de droit, c'est forcément appliqué. Ah, en cas de décès, c'est une règle de droit. Oui. Ah, c'est ça, d'accord. L'un ne l'emporte pas sur l'autre, en fait. Non, ce sera automatique. Ah, d'accord. Ça arrivera automatiquement. Bon, c'était tout. Voilà. Non, mais du coup, ce sera c'est inscrit à l'article 10. C'est inscrit. À l'article 10. D'accord. Donc c'est automatique, de toute façon. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant ce CET? Donc je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. J'en ai terminé avec l'ordre du jour de ce soir. J'ai une information concernant notre future date de conseil communautaire qui avait été initialement fléchée le 20 juin. Pour des raisons d'agenda, elle sera avancée au 17 juin 2019 à 18h30, ici, comme d'habitude. Donc je préférais que vous preniez date dès maintenant, puisque on parlera budget ce jour-là. Y a-t-il des questions? Oui, alors Patrick, oui, vas-y. Oui, juste un mot, Présidente. Lors de la commission tourisme de lundi dernier, on a refait le point sur l'avancement de la signalétique touristique, panneaux d'animation, réseau info, relais info service, et on a constaté que toutes les communes n'avaient pas répondu. Et comme quand des communes ne répondent pas, ça bloque tout le monde. Donc je souhaiterais que les élus de Saint-Martin-l'Art, de Saint-Juir, de Saint-Hermine,
de Saint-Jean-de-Beugné, de Château-Guibert et de Sainte-Pexine regardent les questions qu'on leur a posées, je crois, il y a environ 8 mois. On va faire en sorte de les reposer, mais on a besoin de vos réponses pour mettre en œuvre, pour l'ensemble du territoire, une cohérence de la signalétique touristique, puisque je vous rappelle qu'on résulte de 4 Comcom qui avaient des choix de signalétique différents. Il serait temps qu'on homogénéise tout ça. Merci pour vos réponses. Vous avez aussi, donc sur table, vous avez vu qu'on vous a mis quelques documents produits par la communauté de communes au niveau des déchets végétaux, au niveau du gaspillage alimentaire et un guide pratique, et aussi au niveau de l'assainissement non collectif, le mode d'emploi. N'oubliez pas non plus pour N'oubliez pas non plus pour samedi soir, pour ceux qui ne savaient pas quoi faire, la nuit du jazz qui va se dérouler à Saint-Michel-en-Lerme samedi soir à 20h30. Oui, Joël. Si, vas-y, c'est bon, il est allumé. J'avais une question concernant les maisons de santé sont donc de la compétence Comcom. Par contre, le recrutement des praticiens, c'est les communes ou tu veux parler. Les praticiens sont des médecins libéraux, donc je veux dire, nous on n'intervient pas sur le libéral. J'arrive pas à comprendre. Si, par exemple, on veut recruter un autre médecin, c'est nous les communes ou c'est la Comcom? Ce sera la commune. Là, pour le moment, aujourd'hui, on n'a pas, nous, cette compétence. On n'a pas ce travail-là. On avait initié un premier travail qu'on a mis en suspens pour le moment. Donc, pour le moment, sur le médecin salariat, nous, on n'a absolument pas de compétence. D'accord. Merci. On peut pas. S'il n'y a pas d'autres observations, je vais lever cette séance du Conseil communautaire et je vous remercie.